Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cet après-midi de keynote. Alors avec moi sur scène, Florian Deveau et Rafik Senoussi qui sont tous les deux chez Bonne Gueule. Donc Florian est responsable expérience client et Rafik est rédacteur en chef et ils vont nous parler du storytelling à l'achat quand le lecteur devient un client. Et je vous laisse la parole. On attend ou on commence? Ouais, d'accord, ok. Tu passes du coup, Rafik. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, est-ce que quelqu'un dans la salle connaît Bonne Gueule? Un petit peu. Ok, très bien. Bon, afin de mieux cerner le sujet, on va quand même vous présenter brièvement ce que fait Bonne Gueule, et ça vous aidera justement à mieux comprendre aussi toute la stratégie derrière. Alors, du coup, c'est un postulat sur lequel l'entreprise s'est fondée. Donc, Bonne Gueule, c'est un blog qui a été créé en 2007 et dont la marque a été créée en 2014. En fait, on est parti d'un constat que depuis ces décennies, les marques de prêt-à-porter, elles faisaient un peu ce qu'elles voulaient, en ne prenant pas forcément le client en compte. Et aujourd'hui, ça a un peu changé, ça tend à changer. Et du coup, nous, on a voulu aller plus loin, plutôt qu'être purement, exclusivement centré client, pardon. On a voulu justement les sensibiliser, les éduquer, leur donner des repères objectifs. Exactement. Et en fait, parallèlement, si on regarde ce qu'était le paysage des titres en mode masculin au niveau de la presse, finalement, on se rend compte qu'on avait à peu près deux catégories. Une première qui était de grands titres de presse assez historiques que l'on connaît tous et qui, forcément, du fait du jeu des annonceurs, dépendait forcément des marques d'une façon ou d'une autre. Et autrement, des titres de presse qui sont relativement de niche. Et en fin de compte, il n'y avait aucune alternative pour un homme qui ne connaissait rien, qui était complètement néophyte sur le secteur de la mode et qui voulait pouvoir mettre le pied à l'étrier. Du coup, pour que vous cerniez un peu davantage les choses, on va vous présenter notre modèle économique qu'on surnomme du coup le triple C. Donc dans un premier temps, tout ce qui a trait au contenu, avec ce que nous on appelle un contenu unique. Donc notre but en l'occurrence, c'est de pouvoir proposer des supports et des sujets qui ne sont pas forcément traités par la plupart de nos confrères. Donc ça peut être autant des sujets très pointus que des choses beaucoup plus globales. Varier aussi les types de canaux qui permettent d'accéder à l'information, donc que ce soit YouTube, les réseaux sociaux plus classiques ou bien tout simplement notre plateforme principale. Et toujours dans le but de toucher différentes personnes et d'offrir une expérience assez différente. Et du coup, de l'autre côté, donc il y a la partie commerce, donc la partie marque qui existe depuis 2014, qui s'est créée suite à justement cette cristallisation de la communauté, dont je reviendrai après. Donc la marque aujourd'hui, c'est un e-commerce depuis 2014 et 2 boutiques à Paris et à Lyon. Donc des canaux exclusivement, une distribution exclusivement en propre. On vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Et donc du coup, entre les deux, vous avez la communauté qui a toujours été présente parce que le blog à la base, c'était quand Benoît, l'un des fondateurs de Bonne Gueule, a créé ce blog, c'était vraiment un hobby. Et petit à petit, au fil des années, article après article, il y a vraiment une communauté qui s'est cristallisée. Parce qu'on a toujours voulu répondre à toutes les questions dont ils nous posaient dans les commentaires, par mail, etc., sur les réseaux sociaux. Et du coup, vu on apporte toujours des réponses objectives et totalement indépendants, vu qu'on n'est pas monétisé via le média, ce qui du coup petit à petit a vraiment cristallisé un lien de confiance entre eux et nous, comme si on était vraiment en proximité, on les tutoie eux aussi, et du coup c'est un peu une grande famille, on va dire. Et donc aujourd'hui, la communauté, c'est vraiment ce qui fait que Bonne Gueule fonctionne, c'est un peu le ciment du modèle économique. Exactement. Et justement, juste pour rebondir sur ce que Florian vous disait et cette volonté en fait qu'on a d'inclure le lecteur et a posteriori le client, mais il le développera davantage, véritablement au cœur de notre stratégie, c'est qu'aujourd'hui, même sur le plan éditorial, en fait, on a des articles qui sont régulièrement écrits par nos lecteurs et qu'on publie. Et donc, du coup, pour nous, justement, mettre le lecteur au cœur de cette démarche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça passe par 3 points: éduquer, guider et émerveiller. Donc, au niveau de l'éducation, notre but premier, véritablement, c'est d'aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Donc, à partir de là, on écrit énormément d'articles qui sont purement conseils avec une vraie visée pédagogique. Pour rester dans cette même pédagogie, justement, on a l'aspect guidé qui permet de les aiguiller finalement entre qu'est-ce qui est une bonne marque, qu'est-ce qui ne l'est pas, ou comment reconnaître un bon vêtement, un bon produit. Et on tente en tout cas de les émerveiller en les emmenant dans
ce qu'on pourrait appeler l'envers du décor, avec des reportages, des dossiers consacrés à des marques historiques, à des filatures de prestige, toujours dans le but finalement de leur offrir le savoir et les clés pour que tous leurs choix se fassent de la façon la plus responsable possible. Sachant que ça nous a permis aujourd'hui d'être le premier prescripteur en mode masculine dans la francophonie, avec nos 300 000 visiteurs uniques chaque mois. Et donc sur la partie e-commerce, Florian? Et donc sur la partie e-commerce, au final, on s'est rendu compte qu'on avait, comme je disais, une relation de confiance avec ces gens-là et qu'il nous manquait un peu quelque chose. Donc tout naturellement, on a créé une marque de vêtements en 2014 qui est un peu tout le prolongement physique de tous les conseils qu'on va apporter, tout l'aspect guidé, comme le disait Rafik, du coup sur des vêtements intemporels assez haut de gamme. Et du coup, la marque se développe et aujourd'hui, c'est ce qui fait la très grande majorité du chiffre d'affaires est généré grâce à la marque. En fait, le média est juste la vitrine, et le canal d'acquisition pour nos clients et nos lecteurs. Donc Rafik va vous en dire un peu plus sur le média et pourquoi il est indépendant. Merci. Alors effectivement, pour nous, l'un des deux enjeux étant à la fois média et marque, c'est de réussir à maintenir le distinguo entre les deux aspects, ce qu'on appelle nous au bureau séparer l'Église et l'État d'une certaine façon, de sorte que les discours ne soient jamais influencés. Si en tant que média, on commence à faire l'apologie de notre propre marque dans des articles de conseil ou dans de la pédagogie, on perd en intégrité et puis en transparence aussi. Donc du coup, notre véritable but, c'est de rester expert et indépendant. Ce qui se caractérise aujourd'hui, donc, comme vous le disiez Florian, le média a été créé en 2007 et on recense aujourd'hui à peu près 900 articles déjà publiés, totalement gratuits effectivement. Il y a un énorme effort aussi qui est fait sur le community management et donc sur le traitement de la communauté, puisque spontanément on reçoit 5000 questions chaque mois auxquelles on répond, que ce soit du style, de l'orientation, du conseil. Et encore une fois, donc ce sacro-saint principe que l'on a, qui est de refuser toute pub, toute affiliation, de sorte de ne jamais renier en indépendance et en liberté d'écriture. Donc cette première promesse finalement va de pair avec son homologue du côté vêtements. Et donc pour les vêtements, eh bien, notre chef de collection Alexandre va sourcer les meilleures matières et les meilleurs ateliers en Europe. Donc comme l'a dit Rafik, on n'a pas de publicité parce que le média sert de vitrine à la marque. Toute l'acquisition client et lecteur se fait via ce média-là. Et du coup, comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, on a des canaux exclusivement en propre, donc des boutiques et un e-commerce, pour à la fois mieux maîtriser les coûts, avec des marges resserrées, et aussi, bien sûr, mieux maîtriser l'expérience client qu'on donne aux clients. Parce que chez nous, c'est un de nos grands piliers. Et du coup, ça fait un vêtement qui est dégagé de tout superflu, au final, qui est en moyenne 30% moins cher que sur les marques classiques du marché. Alors du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Rafik va vous présenter comment ça se passe chez Bonne Gueule pour le storytelling. Exactement. En fait, donc comme on vous le disait, voilà, on refuse de pousser notre marque dans nos conseils. En revanche, le seul moment où il va y avoir une prise de parole de la marque sur le média, c'est au cours d'un lancement. Et donc, comme le disait Florian, très logiquement, en fait, le média va servir de vitrine et accompagner le lancement, mais c'est véritablement le seul moment où la marque est référencée à proprement parler sur le média. Et donc, du coup, pour nous, chaque lancement, en fait, au niveau lecteur, se déroule en 3 étapes: teaser, révéler et expliquer. Donc, dans un premier temps, on dévoile toujours une idée finalement de la collection, ou un bout de la collection effectivement, à travers un teaser, donc une vidéo qui est généralement assez floue, qui donne à peu près un angle sans pour autant trop en dire, qui va du coup ensuite se caractériser donc, par la révélation dans un second temps. Donc là on a un article très complet qui voit un peu tout l'envers de la pièce, comment est-ce qu'elle a été construite, qu'est-ce qui a poussé à sa réflexion, comment est-ce qu'on peut la porter, quelles en sont les caractéristiques. Donc tout ça voilà, dans le but d'expliquer et de donner toutes les clés au lecteur. Sachant, donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée, au niveau de notre réflexion, nous, en amont, on construit notre storytelling à partir d'une mini copy strat. On se demande en fait quel est l'un des traits marquants de la collection ou de la pièce qui est lancée. Et tout autour se construit le storytelling. On adapte le ton, la promesse et la reason why à chaque fois autour de ce même axe qui se distille en filigrane en fait, tout au long du lancement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, on n'a pas de collection, on ne travaille pas comme une marque classique avec une collection automne-hiver et printemps-été.
on va sortir des mini-capsules, si on peut dire comme ça, tous les mois. Donc tous les mois, il y a tout ce travail de storytelling qui est fait par le pôle édito. Donc il y a un énorme boulot, parce qu'il y a à la fois du rédactionnel, de la vidéo, on y viendra après. Donc c'est important de voir aussi qu'il y a une vraie fréquence, et du coup ça amène toujours de l'eau au moulin. Et du coup, il était important pour nous que cette expérience entre guillemets éditoriale se poursuive jusque dans le shop. Et c'est notre troisième promesse, une approche e-commerce hyper éditorialisée, qui passe donc encore une fois par la vidéo. Donc tous les supports qui auront été construits en amont seront réexploités sur nos pages de vente. On a des pages de vente qui font à peu près 1500 mots pour vous dire, donc qui sont extrêmement détaillés, toujours dans le but d'être extrêmement transparent et très précis et d'accompagner le lecteur/client jusqu'au bout. Donc cela passe par les vidéos, par de la description, par des photos aussi précises, donc soit de la pièce, soit pour créer une ambiance, donc histoire de vraiment veiller à maintenir en fait cet univers et cette cohérence d'un moment à l'autre du parcours. L'étape finale étant finalement ce que nous on appelle le social commerce, avec sur chaque page de vente un espace qui est dédié à la communauté, que ce soit pour des retours, pour des explications, pour des questions de produits, et qui finalement viennent faire le pont avec tout ce qui se passe du côté de Florian, l'expérience client en arrière. Exactement. Et du coup, quand le pôle éditoire entre guillemets finit son travail, c'est le pôle expérience client qui prend le relais. Donc comme disait Rafik, il y a une vraie part de social commerce, et on essaie aussi de contextualiser un maximum le vêtement dans l'usage au quotidien. C'est hyper important à comprendre, à savoir. Pardon. Alors du coup, eh bien, on institue une vraie proximité avec nos clients depuis le début, qui s'est fait naturellement sur le média, et maintenant sur la marque. Donc par exemple, on va tutoyer nos clients, on va être hyper bienveillant, transparent, pédagogique avec eux, dès qu'il y a un problème ou pour expliquer telle ou telle pièce. Donc ce qui résume en 3 étapes. Donc vous avez le commerce, donc l'e-commerce aujourd'hui d'où on vient, donc on vient à la base, on est un pure player, où le conseil est avant tout mis en avant. Donc on nous avait par exemple un chat en ligne en direct pour poser toutes vos questions sur le produit, sur comment je fais un retour, etc. Et la particularité, c'est qu'on inclut aussi notre communauté. Donc le soir et le week-end, en fait, ce sont des fans ou des clients fidèles de la marque qui vont répondre à d'autres clients. Du coup, c'est un peu la parole au client avant tout. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne et que cette relation de confiance aussi se fructifie. Ensuite, vous avez la partie showroom, donc les boutiques à Paris et à Lyon. Et après, on ambitionne d'en ouvrir d'autres en France. Où là, justement, c'est le prolongement physique, comme je le disais tout à l'heure, de toute l'expérience qu'il y a en ligne. L'idée, c'est de retrouver un peu tout l'esprit du média en boutique, d'avoir des marqueurs de service assez homogènes. Où là, parce qu'on s'est rendu compte à la base que l'e-commerce, quand vous voulez essayer un vêtement, toucher les matières, c'est un peu compliqué. C'est un peu le frein majeur. Du coup, on a ouvert la première boutique à Paris, et ce qui a fait que ça a très bien marché, surtout sur les grosses pièces, parce que les gens du coup sont plus rassurés, peuvent essayer toute la boutique s'ils veulent pour ensuite acheter en ligne. Voilà, c'est vraiment cette notion de showroom, c'est pas une boutique à proprement parler. Vous pouvez venir aussi juste simplement pour discuter, pour conseiller. Voilà, si on n'a pas tel ou tel produit, on vous conseille la bonne boutique dans le quartier, etc. L'idée, c'est de rendre service en permanence aux clients, et ils le rendent assez bien. Et après, on allait encore plus loin dans la démarche où, depuis peu, on a recruté des ambassadeurs là où on n'avait pas de boutique. Donc, c'est-à-dire que c'est pareil que sur le chat, ce sont des gens fidèles qui voulaient contribuer à l'aventure. Donc, par exemple, vous avez un ambassadeur à Nantes, à Nice, à Toulouse. Et en fait, c'est un peu le même principe qu'une réunion Tupperware. En fait, Bonne Gueule s'occupe de toute la communication en amont. Dire à telle date, samedi après-midi, il va y avoir l'ambassadeur de Nantes vous attend pour vous expliquer les produits, vous les faire essayer, etc. Et vous pouvez venir avec des amis, etc. Enfin, à qui vous voulez. Et l'idée, c'est d'avant tout de passer un moment convivial. En fait, au final, le vêtement n'est qu'un prétexte pour se réunir et pour nouer des relations. Et ce qui fait qu'il n'y a aucune obligation d'achat. Et après, si la personne veut acheter, on lui note tout sur un papier, enfin sur un petit carton dédié, et il peut acheter directement après en ligne, tranquillement chez lui. L'idée, voilà, c'est d'aller à sa rencontre là où on n'est pas encore de boutique. Et donc, tout ça, vous pouvez nous dire, mais c'est bien beau, mais est-ce qu'il y a vraiment un retour sur investissement ? Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, Bonne Gueule est rentable depuis sa création.
Donc on a en moyenne 60% de notre clientèle qui est fidélisée. Donc ça se traduit aussi par... il y a à peu près 50% des clients qui ont racheté 2 fois lors de ces 12 derniers mois. Donc on a réussi à créer un repeat régulier, déjà dû au lancement qui se font de manière mensuelle. Donc les gens sont habitués tous les dimanches après-midi d'avoir le lancement, ils reçoivent le mail pour accéder aux pages de vente. Et du coup, le social commerce, comme on l'explique tout à l'heure, où tu pouvais avoir des pages produits où il y a plus de 1000 commentaires sur certaines pages. Vous pouvez le voir à l'écran notamment. Et tout ça pour dire que finalement, la prise en compte du client et de faire un peu une symbiose avec lui, c'est vraiment ce qui fonctionne. Et nous, c'est vraiment notre cœur de métier aussi aujourd'hui. Effectivement, que ce soit sur l'aspect beaucoup plus commercial avec le principe d'ambassadeur sur le modèle Tupperware ou sur l'aspect plus édito avec les articles qui sont écrits par la communauté et publiés directement sur la plateforme, finalement, notre but ultime, entre guillemets, au-delà même du fait d'inclure le consommateur ou le lecteur, c'est de faire en sorte qu'en un sens, la boîte lui appartienne, qu'il s'y retrouve complètement aussi, et qu'en apportant sa pierre à l'édifice, il ait lui aussi l'impression de faire partie de l'aventure et de faire changer les choses. Exactement. Et tout ça, ça résume un peu notre mission d'entreprise, qui est aider les hommes à bien se sentir dans leurs vêtements. Voilà. Merci si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir si, je ne sais pas combien vous avez de clients, ou si vous communiquez dessus, mais la question que je me posais, c'est est-ce que vous pensez que ce modèle, il peut fonctionner à plus grande échelle? Est-ce que justement, ce côté communauté, etc., il ne marche pas quand on est une petite marque qui commence et avec une petite communauté et pas beaucoup d'acheteurs, mais est-ce que vous imaginez ça avec des milliers, voire des millions d'acheteurs? Est-ce que ça vous paraît scalable, entre guillemets? L'idée, oui, c'est parce qu'après, on a des ambitions aussi de se développer à l'international. Et on pense justement que en fait, ce qui relie les gens, c'est l'humain. Et donc, du coup, peu importe la taille, même s'il y a une taille critique peut-être à un moment donné, c'est vraiment ça qui fonctionne. Et après, appliquer à d'autres modèles, à d'autres marques existantes, finalement, nous, ça s'est fait naturellement. Donc, on ne s'est pas dit un jour, voilà, on va monter ça. C'est à force des feedbacks qu'on a eu avec les clients, etc., qui ont fait que Bonne Gueule est devenu ce qu'est Bonne Gueule aujourd'hui. Après, c'est vraiment au cas par cas, je dirais. Et tout dépend aussi de ce qu'on vend, du marché, l'environnement concurrentiel. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, merci. Justement, pour y apporter un complément de réponse, on a aussi tout l'aspect média qui reste très fédérateur en fait. C'est-à-dire qu'au-delà même du volume ou du nombre de personnes qui, entre guillemets, seront impliquées à la dernière étape, on va dire, du processus, on a toute la communauté qui se fédère autour du média et qui, à partir de là, qu'importe le nombre de personnes, entre guillemets, à qui on a affaire, on garde en trame on garde en trame en fait ce côté très proximité. Et il y a vraiment un effet de point de rendez-vous qui se fait sur le média, où du coup la prise de parole va être très décomplexée, très naturelle, limite très proche, très accessible en fait. Et donc c'est vrai que même si sur le plan strictement physique, à terme, il y aura peut-être un chiffre charnière, on va dire. Voilà. En tout cas, grâce aux médias, en fait, ça permet aussi de faire le ciment entre la communauté, quelle que soit l'échelle à laquelle elle se développe. Et puis, pour ajouter juste un dernier point, aussi, on travaille vraiment les fondamentaux et un peu les fondations de l'entreprise. Donc le service client, le contenu, tout ça, c'est assez processé, bien organisé, il y a une gestion saine qui fait que si on a juste à rajouter des personnes, entre guillemets, de la ressource humaine, tout le savoir-faire, on l'aura déjà acquis et on pourra, entre guillemets, supporter la montée en puissance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes combien? Alors, on est une vingtaine de personnes, donc 15 au siège et après, il y a 2 personnes à chaque fois en boutique. Alors, non, au départ, il y a 2 fondateurs, donc Geoffrey et Benoît. Et en l'espace de 2-3 ans, on a un petit peu augmenté les équipes. Ce qui est logique pour une start-up en croissance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Votre source de revenus unique, c'est le site e-commerce ou parce que le blog
étant donné qu'il n'y a pas de publicité ni quoi que ce soit, c'est juste uniquement du blogging, du contenu, et vous percevez des revenus que grâce à la boutique? Exactement, c'est vraiment via la marque, qui aujourd'hui draine 99% du chiffre d'affaires. On vit grâce à la marque de vêtements en fait. Et du coup, vous dites que pour le développement à l'international, j'imagine que vous n'avez pas de communauté, je sais pas, par exemple en Allemagne. Du coup, si vous êtes maintenant une marque de vêtements, vous vendez en Allemagne comme une marque de vêtements, comment vous créez une communauté du coup Alors, pour l'instant, effectivement, c'est des problématiques qu'on est en train d'étudier. Pour l'instant, on va à l'international via la marque et pas via le blog ou le média. L'idée, c'est peut-être à terme de racheter des médias locaux ou des blogueurs locaux qui ont une vraie déjà assise communautaire, on va dire, pour ensuite créer du contenu sur ces marchés-là. Oui. Exactement, c'est le gros du trafic. Pardon, ouais. Ah oui. En fait, ma question, c'est concrètement, on sait que sur beaucoup de marchés, travailler le contenu, le brand content, c'est bien, mais la transfo ne suit pas forcément. C'est difficile de faire transformer des gens qui sont juste en recherche d'informations. Donc vous, ce contenu, c'est très descriptif produit ou c'est vraiment de l'inspirationnel sur votre communauté? Est-ce que c'est très orienté vente, votre contenu? Alors justement, donc, comme je vous l'expliquais, toute la partie strictement marque n'est mise en avant qu'en période de lancement. Okay. Le reste du temps, on est sur du contenu pur et dur. Donc effectivement, comme vous le disiez, avec du côté un peu descriptif, pédagogique, explicatif. Maintenant, on a la chance aussi d'avoir plusieurs plateformes différentes, par exemple Instagram, YouTube, etc., qui vont servir finalement à ce côté un peu inspiration. Donc notre but, c'est vraiment d'offrir une expérience qui soit à 360. Et après, effectivement, là où pour beaucoup de marques, la transition entre lecteur à acheteur pourrait être délicate, la différence, c'est qu'on a été 7 ans média avant de devenir marque, en fait. Donc toute la communauté qui s'est bâtie pendant ce temps-là, assez naturellement, nous a suivis sur le passage marque. Donc c'est déjà ça qui a constitué dans un premier temps le noyau d'acheteurs. Ensuite, grâce à l'acquisition, et puis forcément il y a des synergies entre les deux, certaines personnes découvrent la marque et deviennent lecteurs par la suite, mais via la boutique aussi, effectivement. Mais c'est vrai qu'essentiellement, en tout cas à l'origine, on était essentiellement sur un profil d'acheteurs qui était déjà lecteur. Même si aujourd'hui, finalement, je pense que la limite tend à se brouiller un peu plus. Mais vu que tout le contenu qui est offert est assez global et on essaie de se dire, en tout cas on essaye, on fait au mieux, de se dire voilà, faut qu'on arrive à répondre à chaque question qu'un homme pourrait se poser en matière de mode masculine. Finalement, il y a encore une fois ce côté communauté qui se crée et du fait qu'on mette à leur disposition autant de contenu de façon gratuite et de façon aussi complète, même avec le renfort en community management, ça crée une forme de cercle vertueux, si je puis dire, qui fait que le lecteur nous rend l'appareil, en fait. Et effectivement, du coup, la transition vers l'achat est facilitée. Et puis là, pour parler purement ergo, sur le site, en fait, sur le blog, vous avez, le média, vous avez vous avez 2 boutons, le site et l'e-shop. Du coup, vous pouvez switcher en un clic d'un à l'autre. Du coup, même quand vous ne connaissez pas forcément Bonne Gueule, vous dites ah bien, ils font juste des articles. En fait, à un moment donné, le lecteur va revenir, il va aller sur l'e-shop. Et il sait que les gens savent quand ils connaissent un petit peu qu'on est assez présent. Du coup, ça a un caractère aussi rassurant de se dire voilà, si j'achète, j'aurai pas de problème, quoi. Et puis tout le contenu qui est créé en amont sur les pages, qui est très éditorialisé, comme je disais tout à l'heure, aussi contribue à cet effet de transformer un lecteur en client. Merci beaucoup. Dernière question. Bonjour, moi je voulais savoir, avant d'ouvrir l'e-shop, c'était quoi le business model? Alors avant d'ouvrir l'e-shop, on a commencé par vendre des guides numériques. En fait, c'était un condensé de tous les articles qu'on pouvait trouver sur la partie média, donc qui coûtait à l'époque 27 €. Et c'est comme ça qu'en fait l'aventure est née. Et qu'on en a vendu des centaines très rapidement, ce qui a créé du coup une petite trésorerie et on a fructifié là-dessus. Après, on a sorti 2 livres papier qui nous a permis d'aller chercher, qui s'appelle Le guide de l'homme style et même mal rasé, qui nous a permis de chercher justement des gens qui ne lisaient pas forcément en ligne et toucher un peu tout type de clientèle. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir quelqu'un qui a 20 ans et le père justement qui en a 50. Voilà.
J'avais une autre question. Au niveau de vos ambassadeurs, là, les réunions Tupperware, là, j'ai pas bien compris ils sont entièrement bénévoles, c'est ça? Alors non, ils sont rémunérés avec une commission en fait des ventes qui se fait sur l'e-shop suite à cette réunion. Donc c'est comme ça. Mais avant tout, ils le font pour contribuer à l'aventure, à apporter leur pierre à l'édifice. Voilà. Bien sûr. En fait, c'est plus un à côté. Voilà. C'est plus par passion qu'ils font ça et un peu pour nous remercier parce que entre guillemets parce que c'est comme ça qu'eux sont arrivés là aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.